maternité, c'est quelque chose que vous oubliez. C'est toujours en faveur des femmes d'ailleurs. La gratuité de la maternité. C'est en faveur des femmes. En faveur des femmes. Il n'y a pas longtemps qu'il y a une femme infirmière qui est décédée à cause de cette gratuité. Et on a directement renvoyé... Même si on a renvoyé, ça c'est un cas. Le directeur. C'est un cas de la gratuité de la maternité. Mais il faut voir combien de césariennes se font dans les maternités. Ah, aujourd'hui, pour détourner la gratuité. Pour détourner cette gratuité, il faut aller dans les hôpitaux pour savoir. Donc, il faut être chanceuse pour que vous puissiez accoucher, accoucher rapidement là pour que... Mais il faut s'enregistrer avant. Il faudrait qu'ils s'enregistrent, être pris en charge pendant la grossesse. Non, s'enregistrer, c'est les consultations. Oui, exactement. Les consultations, les femmes font toujours les consultations. Prénatales. Prénatales, oui, on s'enregistre. Mais à l'accouchement, c'est là que vient le problème. Mais comment quelqu'un qui s'est enregistré sur le fait qu'elle a consulté assez gratuitement pour accoucher, ça va faire des problèmes. Ça va faire des problèmes. C'est notre pays, Madame Chapeau. Nous sommes au Congo et vous savez ce que ça vaut d'être au Congo. Ouais. Non mais c'est quand même des allégations que nous faisons là. Mais si la gratuité de la maternité ne marche pas comme il se doit, c'est aussi encore un problème parce que... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Siège qui vous fait découvrir tous les acteurs politiques, toute l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo, mais également l'actualité politique. Avec vous dans cette émission, vous avez découvert les députés nationaux, les députés provinciaux, mais également les leaders d'opinion. Et le mois de mars plutôt oblige, nous recevons pour vous dans ce plateau toutes les femmes politiques qui aspirent, mais aussi qui sont en plein dedans. Avec elles, nous discutons de tout ce qui est autour de la femme politique, les défis, les combats et les perspectives. Je suis heureuse encore de vous retrouver une nouvelle fois dans cette émission Le Siège. Bienvenue. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'avoir sur ce plateau une grande dame politique. Elle est actrice, elle est aussi activiste des droits des femmes, elle est actrice politique, mais elle est aussi cadre d'entreprise. Avec elle, nous allons discuter de toute l'actualité qui concerne les femmes en politique. Elle, c'est Madame Marie-Claire Assoumini. Avec elle, nous revenons sur les perspectives des femmes en République démocratique du Congo. Celles qui se sont lancées en politique, mais celles qui se lanceront encore dans les jours à venir. Bienvenue. Alors, je le disais tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau une grande dame, Madame Marie-Claire Assoumini, qui est une actrice politique. Elle travaille pour les femmes, la cause des femmes, mais également dans la politique déjà depuis plusieurs années. Avec elle, nous revenons sur les parcours de tout ce qu'il y a comme actualité politique en RDC, mais également plus précisément des femmes. Bienvenue sur notre plateau, Madame. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être là. Le plaisir est partagé. Alors nous allons tout de suite aller sur la grande question avec laquelle nous démarrons généralement cette émission. La RDC aujourd'hui, avec tous les défis et tous les combats, avec toutes les perspectives, selon vous, comment elle se porte? La RDC ne se porte pas bien, elle est un peu malade, c'est tout ce que nous pouvons dire, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas à l'Est, on ne peut pas dire que la RDC va bien. Parce que quand le corps souffre au pied, même si c'est le doigt, c'est tout le corps qui en souffre. C'est comme ça que nous disons que la RDC ne va pas bien. Sur tous les plans, la RDC ne va pas bien. Vraiment, il y a quand même, comment on appelle ça, la gratuité de l'enseignement, c'est en faveur des enfants, des jeunes. J'ai parlé de la RDC en général. On peut parler de la gratuité de l'enseignement. À Kinshasa, peut-être que les enfants en bénéficient. Mais est-ce que les enfants qui vivent dans le Nyiragongo bénéficient de cette gratuité de l'enseignement? C'est pourquoi j'ai dit que la RDC va mal. Parce que dans la partie Est, c'est pratique une grande partie de notre pays où il y a l'insécurité et les enfants ne peuvent pas étudier, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas bien dormir. Et tout ça fait que la RDC ne va pas bien. La RDC ne va pas bien, c'est les cris d'une dame. Alors j'aimerais, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la rentrée parlementaire. Il y a les députés nationaux validés, invalidés qui sont à l'hémicycle. Qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que vous attendez de cette législature pour les 5 prochaines années?
Madame Chako, j'ai fui candidate, j'étais candidate aux ces élections qui viennent de... Donc, 20 décembre. Oui, du 20 décembre, j'étais candidate, je n'ai pas été proclamée. Mais je dis que de ceux qui sont là, nous ne dirons pas que si nous n'avons pas été élus, que tout ne va pas aller au mieux. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui sont là, qui sont validés et qui vont travailler, qu'ils travaillent pour la République, qu'ils travaillent pour la population, parce qu'ils sont là comme des représentants du peuple. Nous voulons des lois qui seront profitables au peuple. Nous voulons de prendre des initiatives au profit du peuple, qui ne travaillent pas pour leur ventre seulement, mais qui travaillent pour toute la nation. Parce que les 500 qui seront là, ils vont représenter tous les millions de peuples congolais qui nous sommes. Exactement. Ouais. Mais quelle loi, par exemple, voulez-vous voir? Parce que finalement, même la législature passée, il y avait des lois. Les députés ont voté des lois. Est-ce que vous attendez plus peut-être le contrôle parlementaire alors? Le contrôle parlementaire, ça c'est... Oui, il faut un contrôle parlementaire parce que ça, on ne l'a pas senti dans la législature passée. Des lois, par exemple, pour les rémunérations. Hein. On doit changer la situation des fonctionnaires. On doit changer la situation du militaire. Hein. Et si les députés s'impliquent dans cela, je pense que même le gouvernement doit, dans son budget, essayer de relever le niveau de vie de la population. Parce que tout part du niveau de vie de la population. La population vit mal. Hein? La population vit mal. Les militaires sont mal payés, c'est pourquoi, même à la guerre, ils n'avancent pas. Hein? Nous pouvons aussi proposer des lois en faveur des étudiants. Hein? Par exemple, pour essayer de secourir les parents qui sont mal payés. Hein? On peut aussi faire cela. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec les parlementaires qui dépensent seulement salaire, salaire, salaire. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas vraiment le problème des députés? Parce que là, c'est l'exécutif. Est-ce que quand il n'y a pas une mauvaise gestion ou la vie sociale des Congolais n'avance pas, c'est plutôt l'exécutif ou les députés? C'est l'exécutif, mais si le Parlement pousse les choses, je pense que l'exécutif va le faire. Parce qu'il suffit d'interpeller un ministre, hein, que tout le Parlement bouge, nous le sentons. Hein, mais lorsque le ministre n'est pas interpellé, lorsqu'il n'y a pas quelque chose de coercitif par rapport à ce ministre-là, nous voyons tout ce que nous voyons. Exactement. Alors, pensez-vous qu'une femme, finalement, serait mieux à la tête de l'Assemblée nationale? Il y a eu Mme Janine Mabunda, qui l'a été pendant 2 ans. Est-ce que vous estimez que les femmes, aujourd'hui, qui sont de plus en plus dans les postes décisionnels, elles seraient une très bonne présidente de l'Assemblée nationale? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que les hommes ont de plus que cette femme-là? Est-ce que Mme Janine Mabunda avait démérité? Il était question de politique pour que Mme Janine puisse quitter son poste et son fauteuil à l'hémicycle. C'était question de politique, ce n'était pas question de mérite, parce qu'elle a travaillé comme les hommes le feraient. Donc une femme à la tête de l'Assemblée nationale, en tout cas, je pense que ça ferait l'affaire. Ça peut changer la donne. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Est-ce que ce n'est pas simplement le côté femme, votre côté féministe qui en parle comme ça? Mais je ne peux qu'encourager les femmes aussi parce que les hommes nous ont dirigés pendant toutes les décennies. Ce sont les hommes qui ont pris les rênes de notre vie politique et dans tous les domaines. Il y a des femmes capables, intelligentes. Hein, qui sont même plus intelligentes que certains hommes qui sont là-bas. Qu'est-ce que les hommes ont fait de plus que ce que la femme peut faire? Hein? Donc moi j'estime que la femme peut aussi faire quelque chose. Exactement. Nous ne devons pas douter de la femme parce que nous savons qu'elle a les mêmes capacités que les hommes, les capacités intellectuelles. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous étiez en train d'expliquer la situation de la RDC, qu'à l'Est ça ne va pas. Il y a une crise humanitaire, doublée d'une crise sécuritaire. Aujourd'hui on parle de plus d'1 million de déplacés internes qui sont autour de Goma. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette crise? La première chose qu'il faut faire, c'est éradiquer les groupes armés. Combattre les M23 avec la plus grande énergie. Les chasser de notre pays. Donc il faut la guerre? En tout cas, moi je pense qu'il faut la guerre. Ah bon? À celui qui vous provoque, si vous réagissez, on négocie, on a toujours négocié. Le peuple congolais n'a jamais provoqué quelqu'un. Le Congo, l'armée congolaise n'est jamais allée pour provoquer quelqu'un. Hein? Mais c'est toujours le Congo qui est provoqué. C'est toujours notre armée qui est provoquée. Et si notre armée affrontait les ennemis, où est le mal? Parce que le rôle de l'armée, c'est la défense et l'intégrité territoriale. Et pourquoi avons-nous une armée si nous devons toujours négocier? Je pense qu'il faut donner des moyens à notre armée. Avons-nous les moyens suffisants puisque finalement aujourd'hui, même le ministre de l'Intérieur dit que derrière le M23, il y a les puissances étrangères qui sont un peu plus puissantes que la RDC. Il n'y a pas de problème. Il faut d'abord oser. Il y a d'autres puissances qui ne sont pas parmi ces puissances étrangères-là. Hein? Vous croyez que si nous affrontons
les M23, toutes ces puissances-là vont descendre. Ils ne vont pas descendre. Ils vont regarder. D'abord, je pense qu'il faut attaquer, et puis la négociation vient après. Mais il ne faut pas toujours négocier en position de faiblesse. Parce que chaque fois que notre armée fait un recul, on va négocier. Oh, nous avons fait un repli stratégique. Mais pourquoi toujours des replis stratégiques alors que la province est en train de partir? Mais finalement, les M23 n'attaquent pas seulement les positions des FARDC, mais attaquent des villages où il y a des civils. Les FARDC ne peuvent pas non plus combattre leur propre population. Il y aura des morts. Non, mais ce sont les populations là sont en train de subir la faiblesse de notre armée. S'il y avait vraiment des forces, ils savent que c'est un côté où il y a des problèmes. On doit envoyer des bataillons pour aller sécuriser ces villages-là, ces populations. Pourquoi laisser des villages vides alors que vous savez que l'ennemi est de ce côté-là? Il ne faut pas laisser des villages vides. Il faut qu'il y ait une protection pour la population civile. L'armée est là pour protéger, la police est là pour protéger les populations, l'armée est là pour combattre. Il faut bien leur doter des moyens pour aller à la guerre. Lorsque les militaires avancent, je pense que derrière eux, il doit y avoir les appuis pour leur donner la nourriture, appui en armes, en munitions, tout et tout. Et comme ça, l'armée avance. Il ne faut pas que lorsque l'armée avance, que derrière eux, il n'y a rien. C'est ça. Vous parlez des négociations tout à l'heure, il ne faut pas tout le temps la diplomatie. Dans les prochains jours, Kagame s'est prononcé qu'il est ouvert à rencontrer Félix Tshisekedi. C'est le ministre des Affaires étrangères de l'Angola qui l'a annoncé. Comment vous voyez cela? Le président Kagame, il est président du Rwanda. Le président Félix, il est le président de la République démocratique du Congo. Ils peuvent se rencontrer autant qu'ils veulent, mais dans le cadre de son appui au M23, je pense que le président Félix doit être très dur avec le président Kagame. Oui, parce que ce monsieur-là, notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème, c'est le président Kagame. Oui. Parce qu'avec le Rwanda, nous serons toujours des voisins. Nous avons été et nous le serons toujours. Exactement. Aucun pays ne va se déplacer. Mais lorsqu'il a des prétentions sur les richesses de la RDC, là, ça devient un danger. Vous savez, manger avec le président du Rwanda, c'est comme si vous mangez avec le diable. Vous lui tendez la main, il vous coupe le bras. C'est un peu ça. Avec le président Kagame, le président Félix doit aller dans ces négociations-là avec vraiment des pincettes pour ne pas prendre tout ce qu'on lui présente comme solution. Mais dès le départ, le président Félix Tshisekedi n'était pas favorable à négocier ou à discuter avec Kagame. Et finalement, s'il y a ce changement, vous trouvez qu'il y a quelque chose de nouveau? Moi, je ne sais pas s'il y aura quelque chose de nouveau. Nous attendions du président Félix, nous là de l'Est du pays. Lorsque le président avait dit une petite escarmouche sur Goma, il attaque les M23, il attaque tous ses ennemis de la RDC. C'est ce que nous attendions. Qu'il puisse répondre à ces attaques, les bombes qui sont tombées jusque dans la ville de Goma. Il y a eu des morts. Ces gens qui vivent dans les réfugiés. Dans les camps des réfugiés, sans abri dans leur propre pays. Est-ce que c'est normal? Ils meurent de faim. Il y a des femmes qui meurent, qui tombent de faim. Nous avons vu une vidéo d'une femme qui était en train de trembloter là de faim lorsqu'on lui a donné quelque chose à manger. Elle a repris des forces. Ce n'est pas du tout normal dans ce pays qui est qui peut produire. La ville de Goma, on produit les pommes de terre même sur les sables là de volcans. Ça donne l'haricot. Et que dans cette province-là, les gens doivent mourir de faim. La ville de Goma sera bien peut-être asphyxiée parce qu'on est en train de couper tous les accès. La nourriture devient de plus en plus chère à Goma. Comment est-ce que même ceux qui travaillent peuvent vivre dans la ville de Goma? Les négociations, c'est bien, mais il faut regarder le bon côté. Kagame viendra à ces négociations-là pour chercher ce qui lui profite. Non pas ce qui profite aux Congolais. C'est un peu ça. Nous avons fait le tour de la politique, on va parler des femmes en politique. Selon vous, vous êtes une femme actrice en politique et vous fréquentez plusieurs tendances des femmes. Pourquoi les femmes aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à accéder aux plus grands postes de décision en politique? Ça ne sera pas facile, c'est un combat que nous avons commencé et nous continuons. Avec le temps, nous aurons raison de ce combat-là. Les femmes sont en train de forcer pour entrer dans la politique. Nous sommes entrés en politique plusieurs. Il y en a qui sont entrés avec des déterminations, mais il y en a d'autres qui viennent timidement pour accompagner. Sans idéal. Sans idéal.
Alors, il faut que les femmes prennent conscience que si nous voulons le bien-être de notre pays, c'est nous les femmes qui devons nous lever en politique pour essayer de prendre cette place que les hommes ont toujours pris au devant de nous. Pourquoi j'ai dit les femmes? Parce que la femme, elle est mère. Elle est cette maman-là qui porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle a un cœur sensible à écouter, hein, à suivre, à regarder l'éducation, hein, l'instruction, tout. La femme, elle est là. Hein, elle est protectrice. Hein. Je pense que si les femmes poussent un peu plus, nous aurons des femmes dans des postes de décision. Et je pense que la gestion de la femme sera différente de la gestion des hommes. Mais pourquoi? Quels sont les défis? J'aimerais que vous puissiez relever ici. Les défis, c'est que les femmes n'ont pas assez de moyens comme les hommes. C'est les moyens financiers. Les moyens financiers aussi, c'est un frein pour les femmes. Et les partis politiques, nous n'arrivons pas à former des partis politiques où il y a des partis politiques où les femmes sont des leaders. Nous sommes toujours dans les partis des hommes. Donc ce sont les hommes qui sont dans les bureaux des partis. Oui, et les femmes, nous nous retrouvons la plupart du temps dans comment on appelle, les ligues des femmes. Hein? Et dans la ligue des femmes, là, vous êtes là en train de faire du bruit avec les autres femmes. Hein? Vous n'êtes pas dans la sphère de la prise de décision du parti. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est le plus grand défi, mais aussi, est-ce que la CENI avait encouragé, il y avait une disposition dans la loi électorale, on avait dit aux partis politiques de présenter 50% des femmes, ils vont payer 60%. C'était quand même on va dire, disposition incitative. C'était une décision incitative, les femmes se sont engagées, mais vous savez que la plupart de ces femmes qui sont venues là, elles n'avaient pas d'idéal. On les a pris pour gonfler les listes. Simplement pour remplir. Pour remplir les listes. Parce que les jeux étaient déjà faits avec les chefs de parti. Hein, où vous trouvez, il est chef de parti. Le suppléant, c'est son enfant. Hein, le suppléante, c'est sa femme. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une même personne, chef de parti, il se présente à tous les niveaux des scrutins. Il est au législatif national, au provincial, il est même au communal, donc aux municipaux. Hein? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce que dans ces partis-là, il n'y a pas d'autres personnes capables de pouvoir faire quelque chose? Mais tout simplement parce qu'ils se sont formés des groupes pour dire que donc l'argent récolté en politique, c'est pour la famille. C'est tout simplement un peu ça. Hein? Mais les femmes, donc, finalement, jouent le rôle des suppléantes de leur mari. Oui, des suppléantes parce qu'elle est suppléante de son mari. Mais lorsque le mari part et combat pour être ministre, et c'est la femme qui passe. Mais c'est un atout toujours pour les femmes, non? Non, ce n'est pas un atout pour les femmes. Parce que et les autres femmes de la République, elles font quoi? Elles sont dans les partis. Elles subissent toujours parce qu'elles sont là pour essayer de soutenir seulement les familles. Vous pensez que c'est ça, le rôle d'une femme? Hein? Dans un parti politique, soutenir la famille du chef du parti? Non. Hein? Il y a des femmes intelligentes, des femmes capables dans tous les partis politiques qui peuvent faire quelque chose. Si par exemple vous prenez votre suppléant, vous savez que ok, moi j'ai assez de moyens, je sais comment je vais faire pour passer député, hein, je prends la suppléante, c'est cette femme-là qui dirige la Ligue des femmes par exemple. Si je pars ministre, je laisse le poste à une autre personne. Et le deuxième suppléant doit être une autre personne. Hein, donc une autre personne. Du parti toujours. Exactement. Pourquoi est-ce que dans la liste électorale, nous devons toujours être père, fils et femme et épouse? Non, ce n'est pas correct. Moi, j'étais candidate. Je n'ai pas eu gain de cause, comme je venais de le dire, mais ma première suppléante, elle n'était pas de ma famille. Hein? J'ai pris une femme que j'ai connue dans la vie. Hein? Moi, je viens de l'Est, elle est de Bandundu. Hein? Je l'ai mis comme première suppléante. La deuxième suppléante, elle était de l'Équateur. Je l'ai aussi rencontrée dans la vie. Et je voulais faire un peu de différence, hein, pour ne pas dire que ce soit toujours moi, et que les autres doivent toujours recourir à moi. Parce que quand vous êtes vous-même, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes ceci, vous êtes cela, tout le monde vient vers vous. Hein, parce que c'est là où vous avez des solutions. Et pour financer les partis, c'est vous celles qui financez les partis, les activités des partis. Ce n'est pas normal. Exactement. Ce n'est pas normal. Les femmes, finalement, vont plus, sont en train plus, d'après ce que vous êtes en train de dire, sont finalement en train d'aller plus vers les postes nominatifs qu'électifs, puisque aux élections elles ont échoué. Alors, ils sont en train finalement d'aller vers les postes nominatifs. Parce que là, il n'y a pas d'élection. Là, on pense qu'elles peuvent quand même, nous pouvons avoir gain de cause. Parce que là, celui qui fait la nomination doit savoir qu'il y a des femmes capables, des femmes qui peuvent quelque chose pour ce pays. Et dire à ceux qui sont députés de rester à l'Assemblée nationale,
et choisir d'autres personnes pour être, par exemple, cette dans le problématique, est-ce que vous êtes finalement député, mais est-ce que vous devez finalement aussi être seulement ministre? Mais c'est ce que nous voyons dans notre pays. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est comme ça que nous voyons. Ils sont là, ils disent que non, nous devons avoir le Premier ministre dans la majorité qui sera constituée, nous devons avoir le Premier ministre, nous sommes ceci, nous devons avoir cela, et les ministres sortent toujours du Parlement. Ce n'est pas aussi normal. Il faudrait finalement même voir dans la société civile. Dans la société civile, il y a des personnes capables pour gouverner. Parce que c'est pour exécuter les programmes du chef de l'État. Chaque parti a un projet de société. Le ministre que vous prenez, il est parlementaire. Il est d'un parti politique. Est-ce qu'il va respecter le projet de société qu'on lui présente par l'autre parti politique? Il y a toujours ces problèmes. Exactement. Alors, le panier de la ménagère, on va revenir vraiment sur le côté social, reste un problème. Je vous ai senti en parler tout à l'heure, mais c'est un problème pour les femmes. Comment faire pour y remédier? Quelle politique finalement il faut mettre en place pour y remédier? Je ne sais même pas ce qu'il faut mettre. Le taux du dollar aujourd'hui. Le taux du dollar, il est ce qu'il est. Vous savez, il y a peu de temps, le dollar, vous aviez 100 $, vous pouvez avoir 200 000. Donc vous avez 200 000, vous pouvez avoir 100 $. Mais aujourd'hui, les 100 $ là revient à 275, 280. Donc on avance vers les 300 000. Et c'est lui qui a son 100 $, il va sur le marché des biens et services pour essayer d'acheter quelque chose. Avec le dollar, le taux actuel, est-ce qu'il peut faire quelque chose avec les 100 $? Ou alors, et notre salaire, il est d'abord fixé en francs congolais. Si vous aviez 250 000 qui pouvaient vous donner 120, 125 $, mais aujourd'hui, les 200 000 ne vous donnent plus même 80 $. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec cet argent-là? C'est un problème. Même si nous disons qu'à l'Est, les gens sont en train de souffrir, mais partout en RDC, les gens souffrent. Ce n'est pas à l'Équateur qu'on va me dire que ça va, ce n'est pas au Bandundu qu'on va me dire que ça va, à Kinshasa encore moins, parce que Kinshasa ne produit pas. Kinshasa vit avec ce qui vient des provinces, par le fleuve ou par avion. Mais selon vous, vous estimez qu'il faudrait faire quoi finalement? Là, c'est le gouvernement qui doit voir, la politique. Il devrait mettre en priorité la vie sociétale des femmes et des hommes. De tout le monde. Parce qu'il y a des femmes qui sont femmes au foyer, qui s'attendent à ce que les hommes amènent quelque chose. Et il y a des femmes qui travaillent. Ils doivent voir dans quelle mesure ils peuvent alléger cette souffrance des femmes. C'est vraiment difficile parce que c'est la femme qui paye le poids de tout cela. Parce que quand le mari amène un salaire qui est insuffisant, cet homme-là, il est limité parce que c'est ce qu'il gagne dans son travail. Mais la femme doit se battre avec cela pour faire étudier les enfants. On a parlé de la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas réellement gratuité. Ça c'est vraiment, on dit gratuité, mais les parents payent. Comment ça les parents payent? Vous avez des preuves? Mais moi j'ai des enfants qui étudient. Nous payons. Vous avez payé, vous êtes sûr? Oui. Vous le dites devant les antennes là. Vous êtes sûr que vous payez? Il y a la gratuité. Ce qu'on vous demande, même le peu là qu'on vous demande qu'on fixe, c'est quoi? C'est la gratuité? Des frais de fonctionnement. Ah, les frais de fonctionnement. Moi, j'ai étudié dans un pays où il n'y avait pas de frais de fonctionnement pour les élèves. C'est toujours dans ce pays. J'ai étudié, je n'ai pas payé les frais de fonctionnement. C'est lorsque nous étions au secondaire qu'on pouvait payer quelque chose. On n'a jamais payé les frais par exemple, pour signer les souches en 6e secondaire. Moi, je n'ai jamais payé cela. Peut-être que c'est autre temps, mais les frais de fonctionnement sont payés. Et ce papa-là, cette maman-là, qui paye les frais de fonctionnement, il a 5 ou 4 enfants qui sont à l'école. Il doit payer les frais de fonctionnement avec un salaire de 200 $. Que lui, il doit payer le loyer, il doit manger, il doit payer pour les 4 enfants et il doit payer les frais de transport. Vous pensez que c'est facile? Tout est compliqué. Je ne sais pas quelle est la politique que le gouvernement doit appliquer. En tout cas, il faut que les économistes, les gens vraiment rentrent dans des études spéciales plutôt, pour essayer de voir. On parle de la gratuité de l'enseignement et c'est la gratuité de la maternité, c'est quelque chose que vous oubliez. C'est toujours en faveur des femmes d'ailleurs. La gratuité de la maternité. C'est en faveur des femmes. En faveur des femmes. Il n'y a pas longtemps,
qu'il y a une femme infirmière qui est décédée à cause de cette gratuité. Et on a directement renvoyé... Même si on a renvoyé, ça c'est un cas. Le directeur. C'est un cas hein, de la gratuité de la maternité. Hein, mais il faut voir combien de césariennes se font dans les maternités. Ah, aujourd'hui, pour détourner la gratuité. Pour détourner cette gratuité, il faut aller dans les hôpitaux pour savoir. Donc, il faut être chanceuse pour que vous puissiez accoucher, accoucher rapidement là pour que... Mais il faut s'enregistrer avant. Il faudrait qu'ils s'enregistrent, être pris en charge pendant la grossesse. Non, s'enregistrer, c'est des consultations. Oui, exactement. Des consultations. Les femmes font toujours des consultations. Prénatales. Prénatales, oui, on s'enregistre. Mais à l'accouchement, c'est là que vient le problème. Mais comment quelqu'un qui s'est enregistré sur le fait qu'elle a consulté assez gratuitement pour accoucher, ça va faire des problèmes. Ça va faire des problèmes. C'est notre pays, Madame Chako. Nous sommes au Congo. Et vous savez ce que ça vaut d'être au Congo. Ouais. Non, mais c'est quand même des allégations que nous faisons là. Mais si la gratuité de la gratuité de la maternité ne marche pas comme il se doit, c'est aussi encore un problème. Parce que c'est finalement le souhait du président de la République. Ok. C'est le souhait du président de la République. Il y a la gratuité de la maternité. Combien de fois une femme va rentrer à la maternité pour accoucher pendant un temps? Le problème revient toujours en famille. Parce que lorsque la femme, elle va à l'hôpital et elle accouche gratuitement, hein, nous acceptons cette gratuité de la maternité. Elle accouche gratuitement. Mais pendant qu'elle est à la maternité, elle est nourrie par quoi? Ah, mais ça, c'est la responsabilité de son mari. De son mari, c'est aussi la responsabilité de l'État qui paye mal son mari. Hein? C'est la responsabilité de l'État qui paye mal son mari. Hein? Elle va nourrir cet enfant-là avec quoi? C'est encore un problème. Hein? Vous payez, vous me donnez la gratuité de la maternité, j'accepte. Mais demain, je quitte l'hôpital, je suis avec cet enfant qui va commencer à tomber malade. Je vais le faire soigner par quoi? On donne la gratuité, toutes les femmes peuvent se précipiter pour aller. Heureusement pour moi que je ne vais pas me précipiter d'avoir un enfant, j'ai déjà clôturé ce chapitre. Hein? Ah, mais vos enfants, vos petits-enfants, ils vont en bénéficier. Hein? Ils vont en bénéficier. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais pour le moment, il faut que l'État donne des subventions conséquentes aux hôpitaux pour qu'on puisse vraiment parler de la gratuité de la maternité. S'il n'y a pas de prise en charge conséquente, des subventions pour les hôpitaux, je pense qu'il y aura toujours un problème. On est en train de clôturer. Finalement, il y a beaucoup d'enjeux dans les jours futurs. Il y a les élections des gouverneurs, des vice-gouverneurs, les élections des sénateurs. Il y a le Premier ministre qui est attendu, puisque finalement, il faut que les choses bougent. Et on va pas refaire toujours ce débat, il faudrait que la femme y soit. Mais est-ce que vous pensez que le profil, il y a un profil d'une bonne femme qui peut diriger la primature? Mais quel est le profil d'un homme, un bon monsieur qui peut diriger la primature? S'il n'y a pas de profil pour les hommes, il n'y a pas aussi de profil pour les femmes. Il faut seulement être capable, il faut connaître ce qu'on fait. Il ne faut pas être président d'un gros groupement politique. Ce n'est pas cela. Il ne faut pas être Vous pouvez être président d'un gros regroupement politique, mais vous n'avez pas les capacités nécessaires. Moi, je pense que même dans les regroupements politiques, il y a des personnes capables. Qu'ils soient hommes et femmes. Des technocrates, comme on dit. Est-ce qu'il y a ces genres de femmes qui sont techniciennes et qui peuvent vraiment assurer la primature? Parce que finalement, notre discours de femmes, c'est toujours que les femmes peuvent y être. Mais est-ce qu'il y a ces femmes qui se Est-ce qu'on a déjà essayé avec une femme à la primature qui a échoué? Mais parce qu'on n'en a pas. Il y en a. On ne trouve pas les femmes, on ne trouve pas cette femme. Ici, on parle des regroupements politiques, des leaders politiques. Hein? C'est ce dont on parle maintenant là pour désigner tel ou tel poste. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez trouver le même discours des regroupements politiques. Et à la primature, la même chose. Moi, je pense que les femmes capables, il y en a. Est-ce qu'on n'a jamais pensé qu'une femme pouvait diriger la Banque centrale? Mais cette femme-là, est-ce qu'elle a démérité? Nous avons parlé de Madame Mabunda. Est-ce qu'elle a démérité? Donc, il y en a nombreuses. Avant qu'on ne parle de la femme à la Banque centrale, qui parlait avant de Madame, la gouverneure? Oui, hein? La Banque centrale. De la Banque centrale. Qui parlait d'elle quand elle n'était pas gouverneur de la Banque centrale? Hein? Mais quand elle est là, elle s'est assurée. Hein? Elle travaille. Les femmes capables, elles sont partout. Mais elles ne sont pas présidentes des partis, des regroupements politiques, elles ne nous peuvent pas. Peut-être ça, mais les postes nominatifs, comme on a parlé, on peut toujours les sceller là où il y a des femmes capables. Alors, votre mot de la fin, ça sera lequel à tous les téléspectateurs qui vous ont vu aujourd'hui et découvert peut-être?
Moi, ici, je plaide plus pour l'Est. L'Est du pays, ça doit être notre préoccupation à tous. À Kinshasa, nous vivons comme si nous étions dans un autre pays et à l'Est, un autre pays. Nous devons compatir avec nos frères. Nous devons manifester ne fût-ce que la tristesse. Parce que lorsque vous circulez dans cette ville de Kinshasa, vous pensez que ces gens... le problème de la guerre à l'Est ne concerne que ceux qui sont à l'Est. Mais c'est un problème qui nous concerne tous. Parce que autant que nous parlions de la guerre à l'Est, nous avons vu le Mobondo ici à côté de nous. Et ce qui est arrivé là-bas, ça peut nous atteindre partout où nous sommes. N'oublions pas qu'il y a quelques années passées, la guerre est entrée jusque dans la ville de Kinshasa. Alors nous devons avoir cette pensée et les politiques du gouvernement doivent toujours être orientées vers l'Est du pays. Ici, je reviens au président de la République pour dire que le train de vie des institutions doit diminuer. Les parlementaires ne doivent pas aller au-delà de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. On doit peut-être diminuer pour essayer de subvenir, de donner un peu de moyens à ces provinces où les populations sont en train de souffrir. Cet argent-là peut aller pour soutenir ceux qui vivent dans les camps des réfugiés et donner des infrastructures nécessaires pour essayer de garder ces femmes-là, de leur donner une vie un peu... disons une vie qui convient. Il y a une femme qui est décédée hier dans les Nyiragongo, dans les camps des réfugiés, pour un accouchement. Ce n'est pas normal. Exactement. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment que nous puissions prendre cela à cœur pour savoir que la population congolaise, dans une partie du pays, elle est en train de souffrir. Madame Marie-Claire Assoumini, merci vraiment d'être passée sur notre plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis avec votre sympathique attention. Semaine après semaine, nous vous proposons le meilleur de cette émission. Merci à mon équipe, merci à la RTGA. Merci de continuer de nous suivre sur tous les canaux de diffusion. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.